interventions l'une derrière l'autre. On garde le temps de questions à la fin pour pas que ça vienne raccourcir le temps d'intervention de Jérôme à la fin. Puisque l'idée, c'est de garder un format d'environ 1 heure, hein. C'est vrai que si on déborde de 5-10 minutes, c'est pas trop méchant, mais pas plus, quoi. Je profite peut-être, Charlotte, des 5 premières minutes avant de démarrer réellement pour de remercier tous ceux qui sont déjà connectés et en ligne pour ce premier webinaire de l'année 2024, hein. Vous pouvez retrouver les précédents webinaires 2023 sur le site de la TBVB, sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le site de l'Adréal, à la rubrique captage prioritaire, les rendez-vous des animateurs. Pour les projets des prochaines semaines, après ce webinaire sur les délimitations des aires d'alimentation de captage, on vous propose avec Charlotte, hein, le 18 mars prochain, une webconférence autour des enjeux également des diagnostics dépression. Interviendra à ce moment-là Bruno Le Breton, hein, chef de la Misaine à la DDTM 22, ainsi que Jérôme Martin, déjà présent aujourd'hui, que je remercie à double titre, puisqu'il viendra aussi parler des financements, hein, de ces diagnostics. Le 19 mars, avec Timothée Besse de l'OEB, on viendra vous présenter l'outil de visualisation des données de qualité de l'eau brute en amont des captages et tout le suivi des pratiques agricoles sur les AAC, hein. C'est un outil développé par l'OEB. Donc, Timothée viendra vous présenter cet outil le 19 mars lors d'un café data à 13h30. Le 25 mars, vous aurez également un webinaire de 3 personnes venant évoquer avec vous les outils du foncier, notamment les ORE, les obligations réelles environnementales, à travers un retour d'expérience, hein, de la région Alsace-Lorraine. Et puis, pour terminer, dès aujourd'hui et ce matin, est sortie sur Oops, hein, pour les agents d'État, mais c'est ouvert à tous les animateurs de captage qui seraient intéressés à une formation en Bretagne, à Rennes, les 16, 17 et 18 avril prochains. Donc, proposé par l'Adréal, en lien avec plusieurs intervenants, hein, dont Laure Michel qui va intervenir ce matin, cet après-midi plutôt, Flora Lucassou également. Il y aura la DRAF, il y aura l'ARS, il y aura aussi Bruno de Le Breton de la DDTM, l'Institut Agrocampus, et puis Cyrielle Vandeval qui sera déjà intervenu le 25 mars. En résumé, hein, la formation des 16, 17 et 18 avril, c'est donner aux animateurs de captage des bases agronomiques suffisantes pour comprendre les transferts de polluants, azote, phyto, et surtout aller vers les leviers d'action pour limiter ces transferts, que ce soit des leviers agronomiques à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation ou à l'échelle des paysages. Regarder un peu les solutions solutions fondées sur la nature et puis de voir d'autres leviers, hein, autres que de terrain, notamment les outils du foncier. Donc ça, c'est proposé les 16, 17 et 18 avril. Vous avez le lien pour vous inscrire en bas. Donc les gens non fonctionnaires dépendants du ministère de la transition écologique peuvent s'inscrire via le coupon réponse papier à remplir et à scanner, à renvoyer. Voilà, donc je ferai d'autres communications sur cette inscription à faire avant le 13 mars. Voilà, j'ai assez parlé. On arrive à l'heure de début de ce rendez-vous. Et je laisse la parole là, donc à Laure Michel. Et donc, je vais faire un partage d'écran. J'arrête celui-là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, hein, vous aurez tout loisir de poser des questions à la fin des 3 présentations des 3 intervenants. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? C'est bon. Ok. Juste le mettre peut-être en plein écran. Ouais. T'es en plein écran. Je suis déjà en plein écran, moi. Je suis déjà en plein écran. Ah, t'es pas sur Non, tu n'es pas en plein écran, le PDF. Ah. es en, comment dire, ah, je me rappelle plus le terme. C'est pas plein écran là. Il faut que tu ailles, je sais plus, dans affichage. C'est là? Ouais.
Attends, 2 secondes, j'arrête celui-là. Je me suis trompée. A priori, j'ai mis le PowerPoint, le PDF et pas le PowerPoint. Alors, je recommence. Alors, c'est lequel de celui-là? C'est celui-là, hein? PowerPoint. Celui-là. OK. Et là, on peut mettre, c'est celui-là. C'est ça? C'est bon? C'est pas plein écran. Alors là, du coup, ça doit être dans Diaporama. Diaporama, à partir du début. À gauche. À partir... Oui, c'est pareil, puisque vous êtes au début. Bon, on peut commencer du coup, tu penses? Mhm. Pour l'instant, ça marche pas. Vous avez cliqué sur à partir du début? Ouais. Ben, je sais pas pour les autres, mais on voit pas du tout. Enfin, c'est pas du tout du plein écran. On recommence. C'est comme ça. Et puis là, Non. non. D'être plus bas. C'est ouvert. C'est fermé. T'as des animations sur ton diaporama, Laure? Ouais, c'est pas grave, sinon on remet le PDF. C'est celui-là. Ouais. Mhm. Je vais pas partager celui-là, je vais partager ça. Il met du temps à s'ouvrir parce qu'il y a des photos. Voilà. Ça doit être bon. Alors, là, je vois tout. Là. On met ça. Ouais, PDF, Ouais. c'est pas grave. Non. Là, il est en plein écran. Là, c'est bon, c'est en plein écran? Non, allez dans affiche. Normalement, on ne doit pas avoir tout le contourage gris. Là, on a tout le contourage gris. Si vous allez dans affichage, dans l'onglet en haut, affichage, Oui. et c'est mode plein écran. Ou Ouais. mode écran. Voilà, C'est bon. C'est parfait. c'est bon. Allez, Merci. c'est parti. Je veux juste, je peux pousser Ouais. que je vois ce que j'ai mis sur la diapo. Bah, bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je représente Interface et Gradient. On est une petite structure de R&D au sud de Rennes, donc en Ille-et-Vilaine. Et donc, je passe comme ça. On est vraiment spécialisé sur l'eutrophisation des eaux douces, enfin des eaux de surface, et à l'échelle du massif armoricain. On a beaucoup parlé du massif armoricain. Je sais qu'il y a des personnes qui sont de la France entière aujourd'hui, mais on va vous expliquer les spécificités de notre territoire et pourquoi on se concentre sur cette géologie, parce que ça va nous donner des contextes hydrologiques, hydrogéologiques et aussi des propriétés hydrauliques dans nos sols particulières. Donc, notre travail, notre cœur de métier, c'est vraiment l'approche bassin versant. Et donc, on est missionné sur des bassins versants qui alimentent, qui sont en amont de prise d'eau et qui ont des problèmes de dégradation de la qualité de l'eau. Ça peut être beaucoup des cyanobactéries, puisqu'on est en eau de surface. Donc, des eaux qui se réchauffent, qui sont nourries, qui sont eutrophes. Et donc, notre travail sur ces bassins versants, c'est justement d'aller caractériser les flux de phosphore qui alimentent le réservoir. Donc, c'est en gros des études où il y a 3 phases, état des lieux, diagnostic, et l'idée, la finalité, c'est d'établir un programme d'action. Mais le gros de la mission, et on va le voir aussi aujourd'hui avec la délimitation de l'aire d'alimentation, c'est la partie diagnostic. Et diagnostic, ça veut dire du terrain. Et du terrain sous différentes conditions hydrologiques, hautes eaux, basses eaux, moyennes eaux, reprise de drainage, et aussi sous différentes conditions pluviométriques. Et notamment, on va, dans ces aires d'alimentation de captage, avoir beaucoup de mécanismes de transfert par ruissellement. Donc, il nous faut du terrain sous pluie. Et alors, on a élargi les problématiques bassin versant. On n'est pas que sur les problèmes d'eutrophisation. On a intégré depuis une dizaine d'années la bactério, donc tout ce qui est Escherichia coli, streptocoque et compagnie, et les pesticides. Donc ça, c'est la partie, on va dire, bassin versant. Et depuis 5 ans, je suis aussi maintenant dans les champs en accompagnement agronomique. Donc là, c'est avec l'agriculteur et c'est mise en place de suivi et d'essais agronomiques sur des aires d'alimentation de captage d'eau souterraine. Mais là, on est vraiment dans la mise en place d'actions et on teste,
On est vraiment en élaboration avec l'agriculteur. On n'est que 2 dans la structure à Janzé, Samuel Moreau, le gérant, et moi. Il y a Frédéric Pitois qui est spécialiste des cyanobactéries pour faire l'approche plan d'eau aussi, avoir vraiment la vision globale. Et on a une élève apprentie. Vous voyez que sur la photo, on est plus nombreux que ça parce qu'en fait, Samuel Moreau, il a aussi 2 bureaux d'études. Peut-être certains connaissent DMO, bureau d'études réglementaires en eau, avec une équipe pluridisciplinaire où là, vous retrouvez tous les métiers, hein, hydraulique, faune-flore, urbain, assainissement, etc. Et aussi un bureau d'études en aménagement, paysage, génie écologique. Donc voilà, on a nos locaux et la spécificité, c'est qu'on a aussi, je mets une petite image à droite, on a nos propres labos. Et ça, c'est important, quel que soit le type d'études ou de diagnostic que vous réalisez. Si on a ce confort, cette réactivité, de rentrer du terrain avec nos bidons, si on est sur une approche cours d'eau, de rentrer avec mes sacs de terre si je suis en accompagnement agronomique et de faire mon labo et d'avoir l'analyse juste derrière. Donc, ça permet une grande réactivité. Donc, juste pour finir la présentation, alors pourquoi on travaille sur le massif armoricain? Je vous l'ai dit, il y a le contexte hydrogéologique et flora du BRGM vous précisera que tout l'eau de votre barrage, d'accord, elle est alimentée par un mélange d'eau de surface, mais chaque petit cours d'eau est aussi en connexion avec une petite nappe. Et on n'a pas des nappes très profondes, elles sont indépendantes les unes des autres, et cette connexion, elle est très forte l'hiver. Donc, votre barrage, il reçoit aussi de l'eau souterraine. Donc, c'est vraiment un mélange sur ce territoire du massif armoricain. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les sols. Forcément, on ne va pas avoir les mêmes propriétés hydrauliques si on est sur des sols qui dérivent de schiste, de grès, de granit, etc. Si je vais dans le bassin parisien, je vais perdre toute mon expertise et ma connaissance de terrain. Donc, vous voyez, moi, je ne parle pas de la Bretagne, je parle du massif armoricain. On est jusque du côté d'Avranches. On finit un sage d'ailleurs, le sage de l'Assé des Côtiers Grand-Villers, et puis on descend jusqu'à la Loire. On est pas mal en Loire-Atlantique cette année. Donc aujourd'hui, on va parler de la définition de l'aire d'alimentation de captage. Là, c'est un schéma que vous connaissez peut-être, que j'ai pris sur l'OIE. C'est un captage d'eau souterraine, mais peu importe. C'était pour vous montrer la différence entre les périmètres de protection, qui sont des surfaces autour du captage, et qui sont faits vraiment pour limiter le risque de pollution ponctuelle ou accidentelle. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien plus grand que ça. Tout ce qui est en jaune, c'est l'aire d'alimentation. En gros, il y a une goutte de pluie qui va tomber sur votre bassin versant, sur votre aire d'alimentation. Cette goutte de pluie, soit elle va ruisseler et arriver au final dans le barrage, soit elle va s'infiltrer. La différence, c'est le temps de transfert. Dans nos eaux souterraines, on a un transfert qui est beaucoup plus lent, on a une inertie que, évidemment, par du ruissellement. Mais en gros, le job de ce zonage, le préalable, ça va être de définir justement cette limite. Alors, pour être beaucoup plus, on va dire, pour vous illustrer cette aire d'alimentation, j'ai 5-6 diapos à vous présenter et c'est une mission qu'on a eue justement préalablement de définir la vulnérabilité d'un barrage face aux pesticides. Il fallait d'abord définir l'aire d'alimentation de captage. Donc, je vais vous montrer, c'est que des retours terrain, ça va être plus concret. Donc là, vous avez en haut à droite le bassin versant. Je vous ai mis le code couleur, c'est les surfaces agricoles, en orange maïs, en blé les céréales à la paille, vert clair, prairies temporaires, vert foncé les prairies permanentes. Donc, pour vous montrer que ce bassin versant, donc c'est un barrage, hein, il y a une prise d'eau potable, on est autour de Vitré pour ceux qui connaissent, en Ille-et-Vilaine. Donc, on a un territoire qui est très rural, mais on a aussi sur la partie amont, vous voyez des surfaces grises, et sur la partie versant immédiat, de l'agglomération, de l'urbain. On a aussi en noir, pareil, sur la partie amont et sur le versant immédiat, la présence d'industriels. Donc, on a un territoire qui est mixte. Et donc, ça veut dire quoi en termes d'apport d'eau de surface? Dès que l'eau tombe, y compris sur des surfaces urbanisées, on appelle ça le pluvial, le pluvial, il est jamais tout seul, il est jamais entre guillemets propre. Il véhicule des solutés, du particulaire. Et donc, toutes ces eaux qui vont transiter sur ces surfaces urbanisées ou industrielles, elles vont vous amener elles vont influencer, si vous voulez, la signature des petits cours d'eau. Et au final, vous avez votre barrage à l'aval qui va recevoir tout ça
et qui va être le résultat d'un mélange de toutes ces eaux. Donc, quand on va définir les limites, bah, vous voyez, un coup, je passe par des parcelles agricoles, un coup, je recoupe des surfaces urbanisées, et il va falloir être très vigilant sur ces surfaces recoupées. Là, c'est juste une dernière diapo avant de passer au retour terrain par rapport à Flora qui va vous parler de transfert par voie souterraine. Là, nous, sur le bassin versant d'aire d'alimentation de captage de surface, on est sur une dynamique de transfert donc de surface donc rapide. On va avoir des épisodes de ruissellement qui vont nous véhiculer, qui vont nous transporter tout un tas de matières. Et donc, le transfert, il va être rapide. L'avantage que vous avez, si on peut parler d'avantage, c'est que après, une fois que vous avez votre AAC, elle est définie pourquoi? Pour mettre en place un programme d'action qui vise justement à améliorer la qualité de l'eau de votre barrage. Et vous allez pouvoir avoir deux types de leviers. D'une part, sur les intrants, là, on était sur une problématique de pesticides, donc on va pouvoir proposer des méthodes alternatives aux pesticides, à la chimie. Mais vous allez, dans ces mécanismes de transfert de surface, pouvoir avoir des actions aussi pour limiter le transfert. Donc aussi agir sur ralentir, favoriser la décantation. Donc là, vous allez retrouver le rôle des zones humides, du maillage bocager, etc. C'est la grosse différence avec le souterrain. Il y a l'inertie et les leviers. Donc la première étape, on va dire, c'est l'état des lieux. Donc là, on est derrière l'ordi, on est tous familiers du traitement SIG, on a des données qui existent, on est maintenant, il y a l'IGN, il y a les RGE, on a des modèles numériques très précis. Donc, vous pouvez déjà travailler derrière, sous SIG, travailler à définir les limites topographiques. Mais n'empêche qu'après, il va falloir faire un retour sur le terrain, un retour précis. Soit sur le terrain, vous avez aussi, vous pouvez réaliser des mesures. Il y a tout un tas d'appareillages, de systèmes de mesure qui vont vous permettre d'être au centimètre si vous voulez, donc vraiment de faire la part des choses. Mais c'est aussi, comme sur la photo, de repérer, notamment sur les zones, on va être sur des zones de plateau, c'est très peu penté, et de repérer où est-ce que sont mes circulations d'eau, où est-ce que j'ai un fossé ou un fossé talus, est-ce que j'ai un chemin creux. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir aller rechercher sur le terrain. Là, je vais vous mettre 3 petits exemples où justement, votre terrain, il va vous permettre d'ajuster cette limite. Donc, on ne va pas changer le fait de faire du terrain, ça ne va pas vous changer votre surface en taille, mais ça va quand même, ces petits ajustements hydrauliques, vous éviter de passer à côté d'un rejet, d'assainissement, etc. Donc, sur la première photo, sur les 3 types de photos, c'est des extraits, vous avez les 2 limites. L'ancienne limite, c'est un trait gris foncé, je ne sais pas si vous voyez, et puis la nouvelle limite qui a été définie en pointillé violet. Et vous voyez qu'on sait aussi, on peut s'appuyer sur des haies existantes. Alors, dans la haie, on dit elle est existante, il y a un talus, la haie, elle est bien dense et fournie, etc. Donc, on a pu repositionner. Évidemment, après, ce sont des phases de concertation avec l'agriculteur quand on est sur des terres agricoles. Et puis aussi, ça peut être des phases de concertation avec, on va le voir, des surfaces plutôt industrielles ou urbanisées. Mais là, on est vraiment sur analyser et regarder un petit peu toutes ces petites annexes hydrauliques qu'on n'a pas en traitement carto préalable. L'exemple en bas à droite, c'est un très bon exemple de terrain. Vous voyez, il y a la partie en pointe, là, grise, qui a été exclue de l'aire d'alimentation. Et pourquoi on l'a exclue? Il y a un fossé circulant, comme sur la photo de gauche, et le fossé circulant, en gros, il descend et il va vers la droite. Donc, il est hors BV. Donc, c'est aussi cette notion de fossé circulant. Des fois, les fossés circulants sont à contre-pente par rapport à la route, etc. Donc, ça, vous êtes obligé d'aller repérer, d'aller faire du terrain sous ruissellement pour avoir cette analyse hydraulique. Un autre exemple, on est pareil sur une zone de plateau. On avait un industriel, c'est une base logistique, et la limite topographique, donc on est vraiment sur la définition d'un bassin versant hydrologique, elle passait sur cet industriel. Donc la question, c'était, on le laisse, on ne le laisse pas, pour qui, pourquoi, on pourrait déplacer. Et on a été regardé et repéré sur le terrain. Il y a des bassins d'orage et sur la photo à droite, vous voyez une surverse. Alors, l'essentiel,
on avait l'arrêté préfectoral, l'essentiel de ces eaux pluviales, ce que j'appelle EP, le réseau, enfin les eaux pluviales, pardon, étaient envoyées par pompe de relevage hors BV, mais on avait quand même ce bassin d'orage et cette surverse du côté de notre réseau hydrographique, hein, qui pouvait participer à alimenter notre réseau hydrographique. Donc dans ce cas-là, on a laissé, on n'a pas exclu cet industriel. Donc, votre travail, ou quand on va définir, j'insiste vraiment sur ce point, d'aller faire du terrain. Pareil, pour vous montrer là, avec le reportage photo, ça peut être un drain de parcelle qui alimente via le fossé circulant et qui retourne vers votre barrage. Ça peut être une dérayure, un champ qui est pourtant hors BV, mais le fait d'avoir une dérayure, et encore une fois, ce fossé circulant, eh ben, il faut l'inclure dans votre aire d'alimentation. Les travaux de voirie, la photo du bas, c'est on fait une 4 voies, donc on va rajouter des fossés. On est en train de changer l'hydraulique, donc il vous faut cette connaissance du contexte hydraulique. Il faut à la fois identifier les sources, les zones sources de contaminants, de nutriments, mais aussi à chaque fois les voies de transfert. Il faut toujours insister ces zones sources et transfert vers le réseau hydro. Et un dernier exemple, là on est sur on avait fait un retour terrain en limite de bassin versant, pareil d'AAC, et on avait vu qu'il manquait la partie sud d'un bourg, d'une surface urbanisée. Et on a pu récupérer après le plan EP, parce qu'il y a des réseaux. Et vous voyez, il y a une partie du réseau EP du bourg qui va vers le sud, qui est hors BV. Et il y a une partie qu'on a rajoutée, notamment les terrains de foot, sur la partie sud, enfin la partie sud-est, on va dire, du bourg, qui n'était pas inclus dans le périmètre. Donc, vous voyez, on a rajouté, et on voit bien avec le réseau en bleu ciel, c'est les réseaux EP. Il y a ces réseaux EP dans la AC qui, si vous voulez, vont vers la partie nord du terrain, donc ils sont inclus dans la AC. Et comme on était dans une problématique en plus de pesticides, terrain de foot, surface urbanisée, là on touche tous les acteurs. Ce n'est pas uniquement de l'agricole quand on est sur les pesticides. Donc pour reprendre aussi un peu de recul, pourquoi on définit, il ne faut pas oublier pourquoi on est si pointilleux sur cette aire d'alimentation de captage, parce que de là va découler après votre diagnostic des pressions. Où sont mes zones sources et aussi qu'est-ce que ça donne, cette on va dire ces différents types d'occupation de sol, ces différentes pressions anthropiques, comment ça se traduit dans mes cours d'eau, au final quelles sont les signatures sur mon bassin versant qui alimentent mon barrage. Donc, ce diagnostic, si on le fait bien dans une limite géographique, il faut vraiment avoir une AAC très bien définie dès le début. Et c'est aussi un préalable, cette définition, à l'élaboration d'un programme d'action. Si j'avais zappé la partie du bourg avec les terrains de foot, si j'avais zappé l'industriel, etc., peut-être qu'on passe à côté d'une connexion, c'est-à-dire votre barrage, il va de temps en temps être influencé par des rejets potentiels. Et donc, on n'a pas quelque chose d'exhaustif. Pour garantir l'exhaustivité des diagnostics et de l'approche, on va dire, reconquête de la qualité de l'eau pour votre barrage, la définition des limites de l'aire d'alimentation de captage, c'est vraiment indispensable. Donc, il y a on a vu bassin versant, on va dire, hydrologique. Donc, ça, c'est la topographie. On n'oublie pas les annexes hydrauliques. Et pour faire la transition avec Flora, on n'oublie pas que sur nos territoires de socle, là, on a aussi la participation qui est très forte l'hiver, parce que les nappes sont hautes, des écoulements souterrains. Je m'arrête là, j'espère ne pas avoir été trop longue. Bon. Parfait. J'arrête le partage et je laisse la main du coup à Flora Lucassou du BRGM. Merci, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Oui. Parfait. Très bien, merci. Bonjour à tous, moi je suis Flora Lucassou, je suis hydrogéologue au BRGM Bretagne. Et donc, je vais vous parler de la délimitation des aires d'alimentation de captage, cette fois-ci en eau souterraine, même s'il y a quand même beaucoup de points communs avec ce que Laure nous a présenté sur la première partie concernant les eaux de surface.
Je voulais revenir tout d'abord juste sur la différence entre périmètre de protection et aire d'alimentation de captage, qui sont deux approches qui sont complémentaires mais qui ont des objectifs vraiment différents, avec la lutte contre les pollutions ponctuelles et accidentelles pour les périmètres de protection, et puis la partie aire d'alimentation de captage, qui est plutôt pour la lutte contre les pollutions diffuses, avec des secteurs au sein de cette aire d'alimentation de captage qui peuvent être définis avec des vulnérabilités différentes et des contributions différentes à l'alimentation du captage et sur lesquelles ensuite les mesures seront mises en place. On peut avoir une concordance entre une aire d'alimentation de captage et un périmètre de protection éloigné dans certains cas. C'est pas systématique. Le périmètre de protection éloigné, il doit être inclus dans l'aire d'alimentation de captage, normalement, qui va être la plus large, mais il n'y a pas forcément une concordance, donc c'est voilà, quelque chose sur lequel je vais revenir en cours de présentation. Euh, je ne reviens pas sur le détail de l'objectif de l'aire d'alimentation de captage. Euh, L'idée, comme vous l'a dit Laure, c'est bien que toute goutte d'eau qui est tombée au sol au sein de l'alimentation de captage est susceptible d'atteindre le captage, soit par infiltration, soit par ruissellement. C'est valable aussi hein, au niveau des eaux souterraines. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en coupe sur une aire d'alimentation de captage, la question à se poser, c'est, voilà, la goutte d'eau qui tombe au sol, est-ce qu'elle va atteindre le captage? Alors, soit par ruissellement et infiltration à un moment, soit des parties qu'on peut avoir aussi en bordure et qui vont contribuer à l'apport d'eau de pluie sur les aires de recharge de l'aquifère, donc les endroits où l'aquifère va pouvoir, l'eau de surface, l'eau de pluie va pouvoir atteindre l'aquifère, puis à terme atteindre le captage. Euh, et donc, il faut garder ça, la projection en surface, en fait, l'aire d'alimentation de captage, ça va être vraiment la projection en surface de cette portion de nappe en souterrain qui alimente le captage. Alors, effectivement, le souci, c'est que nous, on ne la voit pas, cette portion de nappe qui alimente le captage. Et ça va être un petit peu la difficulté quand on va venir délimiter cette aire d'alimentation de captage quand on travaille en eau souterraine. Euh, on entend aussi, enfin, il y a la notion de bassin hydrogéologique ou de bassin versant souterrain. Je ne vais pas tout détailler ici, je pense que j'y reviendrai plus en détail dans la formation du mois d'avril. Là, l'idée, c'est de donner un peu les généralités. Euh, c'est l'équivalent, le bassin versant souterrain, du bassin versant topographique, finalement, la projection en souterrain. Donc, la partie d'un aquifère, en fait, dans laquelle les eaux souterraines vont tous s'écouler vers un même exutoire, comme ce qu'on a en bassin versant topographique. Mais ça ne correspond pas forcément directement à l'aire d'alimentation captage telle qu'on l'imagine. Mais voilà. J'ai d'autres schémas par la suite pour vous expliquer tout ça. Alors, comment fait-on pour délimiter une aire d'alimentation de captage d'eau souterraine? Donc, c'est une étape en plusieurs phases. Il y a une étape préalable, en fait, qui va être l'étude hydrogéologique du bassin versant souterrain. Euh, il faut qu'il y ait une caractérisation déjà au niveau de la géologie et de l'hydrogéologie préalablement à la délimitation de ce bassin d'alimentation. Euh, pour bien comprendre quel est l'aquifère en présence, comment il fonctionne, pour pouvoir après choisir la méthode pour délimiter ce bassin d'alimentation. Donc ça, c'est la deuxième phase. Pouvoir identifier la zone en surface qui est susceptible d'avoir une influence sur la qualité de l'eau du captage. La phase suivante, ça va être de cartographier la vulnérabilité, c'est-à-dire de regarder à l'intérieur de cette aire d'alimentation les secteurs qui vont contribuer le plus à l'alimentation du captage et qui finalement sont les plus vulnérables vis-à-vis d'une pollution. Ce qu'il faut retenir, c'est que la méthode qu'on utilise pour délimiter cette aire d'alimentation de captage et pour cartographier la vulnérabilité, ces méthodes vont dépendre du contexte hydrogéologique et du type d'aquifère. On ne va pas fonctionner de la même manière si on est dans le massif armoricain ou dans le bassin parisien. Et comme vous l'a rappelé Laure, une bonne délimitation de cette aire d'alimentation de captage est vraiment primordiale pour l'efficacité des actions qui seront mises en place. Et donc, c'est important de passer un peu de temps, parce que oui, ça prend du temps pour délimiter une aire d'alimentation de captage, pour être sûr de ne pas passer à côté de secteurs contributifs qu'on aurait pu mettre de côté. Alors, il existe un guide méthodologique du BRGM
C'est un guide de 2007 qui a été révisé en 2014. Vous aurez ici le lien vers le rapport sur la présentation. Et qui reprend donc les 3 phases dont je vous ai parlé et qui décrit la méthode selon les types d'aquifères pour délimiter une aire d'alimentation de captage, pour cartographier la vulnérabilité en fonction du type d'aquifère sur lesquels on est. Sachant que les méthodes, elles s'adaptent. Les bureaux d'études en hydrogéologie savent délimiter des aires d'alimentation de captage et adaptent les méthodes au contexte. Ça aussi, c'est quelque chose, je pense, sur lequel on pourra revenir au mois d'avril. Certaines méthodes ne sont pas toujours tout à fait adaptées à la délimitation ou à la cartographie de la vulnérabilité et donc peuvent être adaptées en fonction des contextes. Je voulais juste revenir sur quelques notions d'hydrogéologie pour que tout le monde ait le même vocabulaire. Alors, désolé pour ceux qui sont déjà au fait de l'hydrogéologie. Juste pour vous rappeler qu'un aquifère, c'est à la fois la roche et la nappe d'eau qui contient. Donc, c'est vraiment la vraie définition, c'est une formation perméable qui permet l'écoulement d'une nappe d'eau souterraine et le captage d'une quantité d'eau exploitable. Il ne suffit pas d'avoir de l'eau, il faut aussi qu'elle soit exploitable, qu'on puisse l'extraire. Tout ça, ça nous amène à la notion de porosité. En fait, l'eau, elle va occuper tous les interstices de la roche, qui sont souvent microscopiques. Vous avez illustré différents types de porosité selon les types d'aquifères. Vous avez pour les sables et les graviers, l'eau, elle va se trouver autour des grains. Pour les roches de socle, elle va se trouver plutôt au niveau des fissures et des fractures de la roche. Et puis, par exemple, dans les calcaires, là, ça va être des vides de dissolution qui peuvent être de taille beaucoup plus importante. Bon, voilà, j'ai rappelé qu'il n'y a pas de rivière souterraine en Bretagne, mais je pense que là, dans l'Assemblée, tout le monde en est convaincu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il pleut sur la partie dont je vous parlais tout à l'heure de recharge des aquifères? Une partie de la pluie va ruisseler, une partie de la pluie va s'infiltrer pour atteindre la zone non saturée. Donc ça, c'est sur les premiers mètres en dessous du sol où les vides de la roche ils vont être occupés à la fois par de l'air et par de l'eau. Et puis cette eau va continuer à s'infiltrer pour atteindre ce qu'on appelle la zone non saturée. Donc dans l'aquifère, avec un niveau de nappe qui va varier au cours de l'année entre les hautes eaux et les basses eaux, donc avec ce battement de nappe qui est caractéristique des eaux souterraines. Et ces nappes, elles vont s'écouler pour atteindre les rivières, comme le rappelait Laure, donc les rivières qui sont notamment en Bretagne très fortement alimentées par les eaux souterraines. Et donc quand on parle de nappe, c'est l'ensemble des eaux qui sont comprises dans la zone saturée de l'aquifère. Si on revient sur la Bretagne, plus largement sur le massif armoricain, on va trouver différents types d'aquifères. Et ces différents types d'aquifères, ils vont conditionner la méthode qu'on va utiliser pour délimiter l'aire d'alimentation de captage et cartographier sa vulnérabilité. D'une part, majoritairement, on va voir les aquifères qu'on appelle de socle, donc dans les roches dures anciennes, dans les granites, dans les schistes, donc des grès anciens par exemple, dans lesquels l'eau elle va circuler sur les premières dizaines de mètres dans la partie altérée des roches, donc plutôt de type sableux ou argileux en fonction de la roche-mère qui est située en dessous. Là, on va avoir l'eau qui va plutôt être stockée, et puis cette eau, elle va circuler un peu plus en profondeur dans la roche fissurée, à la faveur de toutes les petites fissures et fractures de la roche qui vont pouvoir faire circuler l'eau jusqu'aux rivières. Et si on va plus en profondeur, au-delà de déjà d'une centaine de mètres de profondeur, on va trouver de l'eau souterraine en plus faible quantité, sauf à la faveur d'accidents plus profonds et plus localisés. Voilà, c'est souvent ce qu'on appelle le profil d'altération dans les aquifères de socle, qui contient l'eau souterraine. Il est généralement sur les 100 premiers mètres de profondeur. On trouve également en Bretagne des aquifères sédimentaires qui sont illustrés ici sur cette coupe, donc dans des bassins d'âge tertiaire, des bassins d'effondrement dans lesquels se sont déposées différentes couches sédimentaires. Ce sont des secteurs de très faible extension, mais qui vont contenir beaucoup plus d'eau souterraine que les aquifères de socle, parce que les roches, la porosité des roches en fait permet de stocker davantage d'eau. Et donc, ils sont très exploités en Bretagne, très localisés, mais qui fournissent beaucoup d'eau souterraine. Et enfin, dernier type d'aquifère, ça va être l'aquifère alluvial, autour des principales rivières bretonnes. On peut trouver donc des sables et des graviers qui vont être
contenir de l'eau souterraine et qui vont être en relation directe avec les rivières. Donc, on a des aquifères qui sont plus ou moins homogènes, plus ou moins continus. Ça, c'est des termes homogènes et continus qu'on retrouve dans le guide de délimitation des aires d'alimentation de captage. Et il faut toujours prendre en compte cette relation qui existe entre les nappes et les rivières, notamment quand dans un bassin sédimentaire, on a un captage d'eau souterraine et on a aussi une rivière qui passe au niveau de ce bassin. Voilà, se pose la question de l'influence de cette rivière sur les eaux souterraines. Alors, quand on délimite une aire d'alimentation de captage, l'étude hydrogéologique préalable, elle doit permettre de répondre déjà à plusieurs questions qui sont listées ici. Alors, la première, quelle est la nature du captage? Est-ce qu'on est sur une source, un drain, un puits, un forage? Quel est le type d'aquifère qui est capté par l'ouvrage, comme ce que je vous ai montré sur le schéma précédent? Quelle est l'inertie du système, c'est-à-dire quel va être le temps de transfert de l'eau dans cet aquifère? Est-ce que l'écoulement des eaux souterraines peut être influencé par des pompages autres que celui du captage que l'on est en train de considérer? Quelles sont les limites du bassin versant hydrogéologique à l'intérieur duquel se trouve le captage? Quelle est la nature de la relation nappe-rivière? Et puis la protection naturelle de l'aquifère a-t-elle été modifiée par l'homme avec voilà, différents types possibles, hein, des forages qui peuvent mettre en communication différents types d'aquifères. Ça, c'est moins vrai en Bretagne, mais ça peut quand même arriver. La présence de drainage agricole ou un décapage des sols, par exemple. Je voulais vous illustrer ici les différences qu'on peut avoir entre un bassin versant topographique et puis un bassin versant hydrogéologique et là une aire d'alimentation de captage. On a ici un schéma donc en coupe qui illustre une nappe libre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de couverture imperméable au-dessus, il n'y a pas de roches qui sont imperméables en surface et que donc l'eau qui s'infiltre au niveau de la surface que vous avez ici en rose va atteindre la nappe. Vous avez le captage ici en contrebas, la rivière un petit peu plus bas. Si on regarde le bassin versant topographique, on prend le point haut, ici, jusqu'à la rivière. Voilà notre bassin versant topographique. Si on regarde ce qui se passe en souterrain, c'est la ligne que vous avez ici en bleu, c'est le niveau piézométrique, donc le niveau de la nappe en profondeur. Là, la crête piézométrique, donc comme pour une crête topographique, hein, l'endroit où se fait la limite d'écoulement, de partage des eaux en fait, entre deux bassins versants souterrains, elle peut être décalée par rapport à la crête topographique. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir vérifier quand on délimite une aire d'alimentation de captage. C'est vrai qu'on dit souvent que dans le socle, le bassin versant topographique et hydrogéologique peuvent coïncider, mais finalement, c'est seulement une piézométrie, donc une carte piézométrique, en vérifiant les niveaux souterrains, qui peut vraiment le confirmer. Donc ici, dans ce cas présent, l'eau qui s'infiltre ici sur cette petite flèche là, de ce côté-là du bassin topographique, qui n'est pas le même que celui du captage, elle atteint la nappe, cette eau-là, et elle est susceptible d'atteindre le captage. Donc, l'aire d'alimentation du captage, elle va aller jusqu'à ce trait pointillé ici. De l'autre côté, on est sur une source, et donc ça va être le bassin d'alimentation de la source, qui lui ne va pas aller à la crête topographique. Si on prend le cas d'une nappe captive, vous avez ici une formation imperméable au niveau du captage et un petit peu en amont. C'est-à-dire que l'eau de pluie qui va tomber, elle va ruisseler et elle ne va pas s'infiltrer. En fait, on ne va pas prendre cette partie imperméable dans l'aire d'alimentation du captage. Et là, ici, le bassin d'alimentation du captage, il est beaucoup plus restreint. Il ne comprend que les zones de recharge de l'aquifère, là où l'eau va s'infiltrer et atteindre la nappe, qui elle-même va atteindre le captage. Voilà. C'était pour vous illustrer un petit peu ces différences-là, très, très schématiquement, déjà dans un premier temps, et des choses qu'on pourra approfondir ensemble au mois d'avril. Alors, quand on veut délimiter une aire d'alimentation de captage, on a déjà des informations qui sont disponibles, notamment à travers des rapports d'études hydrogéologiques à la création du forage, par exemple, mais aussi des études préalables à la délimitation des périmètres de protection, où parfois il y a eu une délimitation de l'aire d'alimentation de captage, ou au moins une réflexion dans le cadre de la mise en place du périmètre de protection éloigné. Des fois, il y a une réflexion sur cette définition de l'aire d'alimentation de captage, sachant que le périmètre de protection éloigné étant facultatif, il peut arriver qu'il n'ait pas été retenu, mais qu'il y ait quand même eu des études pour le définir. On peut avoir aussi des informations dans les avis d'hydrogéologues agréés et puis dans les arrêtés de déclaration d'utilité publique.
Qu'est-ce qu'on trouve dans tous ces documents? On va trouver des coupes des géologiques, de la géologie structurale, de la géomorphologie, des campagnes géophysiques pour mieux imaginer les écoulements d'eau souterraine en profondeur, des essais de pompage, des cartes piézométriques, des jaugeages. Et tous ces éléments-là, ils sont intéressants pour la délimitation de l'aire d'alimentation de captage. Quand on a regardé ce qu'on avait déjà à disposition, il va falloir déterminer s'il y a un besoin d'études hydrogéologiques complémentaires pour délimiter la l'AAC. Et c'est là que je voulais attirer votre attention, parce que les études hydrogéologiques, elles prennent du temps. On a besoin d'avoir des informations en haute eau et en basse eau, donc sur un cycle, une année hydrogéologique complète. Et donc, c'est vrai que c'est des études qui peuvent prendre un petit peu de temps. La suite, c'est la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de l'aire d'alimentation de captage. C'est d'étudier la sensibilité à la dégradation de la qualité de l'eau souterraine compte tenu du contexte naturel, donc géologique, hydrogéologique, pédéologique et géomorphologique, pour pouvoir faire une carte et cibler les zones prioritaires pour la mise en œuvre de programmes d'action, donc voilà, liés au risque de pollution diffuse, soit par ruissellement, soit par infiltration. Ça, c'est un point que je ne détaille pas là, mais dont on pourra reparler également, enfin, que j'ai prévu de détailler davantage lors de la formation du mois d'avril. Voilà pour la partie eau souterraine. Merci Flora. On laisse la parole du coup à Jérôme Martin pour la partie financement de ces délimitations. Bonjour. Voilà. J'imagine que c'est bon pour le partage d'écran. Oui, c'est bon. Merci Sophie. Bon, ma présentation va être assez rapide puisque aujourd'hui on s'intéresse qu'à la détermination des aires d'alimentation de captage. Donc pour ce qui est du financement de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, les études de délimitation sont financées à hauteur de 50%, hein. Il s'agit d'études hydrogéologiques plus ou moins complexes, hein, comme il vous a été présenté précédemment, qui nécessitent de mettre en œuvre, en fonction du captage, différentes méthodologies, hein, qui sont adaptées bien sûr à la nature du captage et puis également à la situation géologique particulière. Cette aide financière de l'agence, elle n'est pas liée à la politique contractuelle, c'est-à-dire que pour les premières étapes, à la fois l'étude de délimitation de la l'AAC, l'étude des diagnostics des pressions, on n'est pas forcément lié à la politique contractuelle. Par contre, les choses seront différentes en ce qui concerne le financement du programme d'action. Je vous ai remis ici pour mémoire la cartographie des contrats territoriaux de l'Agence de l'eau pour la région Bretagne, qui couvre à peu près 2 tiers de la région, puisque la partie qui est en bon état écologique ne bénéficie plus de couverture par des contrats territoriaux. Je vous ai mis un exemple juste pour illustrer en fait cette délimitation d'aire d'alimentation. Ici, c'est l'exemple du captage de la Gentière, qui est un captage dans le nord d'Ille-et-Vilaine. C'est un puits en fait, hein, de quelques mètres de profondeur qui présentait la particularité d'avoir un fort taux de pollution par les nitrates, avec un bassin versant topographique qui vous est présenté ici sur l'image de la diapositive. Mais néanmoins, on a un système de failles avec différents cours d'eau qui arrive au niveau de la confluence, pas très loin en fait finalement du puits et donc du captage d'eau potable. Et l'étude de délimitation, comme vous le voyez ici, elle a permis d'identifier une zone hors bassin versant topographique qui était en position de réalimenter le captage compte tenu du cône de rabattement du forage et du pompage. Et je trouvais cet exemple assez illustratif de ce qui vous a été présenté précédemment,
à savoir le fait que des fois, le bassin topographique de surface est pas forcément exactement celui auquel on peut s'attendre quand on étudie les particularités topographiques particulières du captage. Voilà. Donc tout ça pour dire, c'est que il y a effectivement sur ces études de délimitation d'aire d'alimentation faut savoir mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire que ces études complémentaires, comme il vous a été indiqué, peuvent nécessitent souvent du temps, à minima un an, lorsqu'elles nécessitent comme ça des compléments, et donc le point un peu crucial, c'est de savoir appréhender la nécessité ou pas de faire des études complémentaires au regard de la situation du captage particulier. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci beaucoup. On va pouvoir passer au temps de questions. On a bien fait les 45 minutes, c'est parfait. On regarde dans le chat peut-être dans un premier temps s'il y a des réactions. Alors, je propose aux personnes qui sont intervenues. Ah, cette chose. Peut-être, alors je ne sais pas si Yvon ou Yves Clorec, vous voulez prendre la parole pour poser votre question. Ou est-ce que je la lis, hein, tout Oui, simplement? Oui, vous allez-y. m'entendez? Oui, oui, Yann, non, Parfait. c'est Yann Clorec. Ah, pardon, Yann. Oui, comme il a été évoqué le fait que l'aire d'alimentation, notamment pour les eaux de surface, était liée à l'aménagement du territoire, qui peut évoluer dans le temps, notamment l'urbanisation, l'aménagement agricole, travaux de drainage, etc. Donc, ça sous-entend qu'il faudrait réévaluer la délimitation de l'aire d'alimentation régulièrement en fonction de l'évolution de l'aménagement du territoire. Je laisse Flora peut-être répondre. Je peux préciser. Bah, je pensais plus, À Flora. je Je pense que ce m'intéressais sera plus aux plus eaux de en surface. superficiel qu'en souterrain. Oui, Alors, je pense que c'est. On m'entend là? Oui, c'est bon, Laure. Je pense que c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous avez un projet d'aménagement urbain, un projet d'urbanisation, d'imperméabilisation, quel qu'il soit, il y a forcément un dossier loi sur l'eau à faire pour justement gérer le pluvial, hein, qui est toujours un petit peu le parent pauvre par rapport à l'assainissement. Et du coup, quand vous êtes sur un territoire, bah, vous devez prendre en compte tout ce qui est déjà zonage, tout ce qui est réglementaire. Donc, si la AC, elle est définie, s'il y a un projet, un nouveau projet urbain qui s'implante, il sera obligatoirement pris en compte. Enfin, le projet urbain devra tenir compte, pareil, s'il y a déjà des prises d'eau potables, souterraines, etc. Il y a tout un aspect réglementaire justement via les dossiers loi sur l'eau qui inclut ces phases-là, quoi. encore faut-il que ce soit du coup inscrit dans un document opposable. Ben voilà. Mm. Quand il y a une prise d'eau potable, que l'aire d'alimentation, enfin, il y a déjà l'exploitation, c'est peut-être déjà plus facilement pris en compte. Quand c'est un projet d'aire d'alimentation, là, je sais pas, le temps qu'il faut, enfin, c'est vrai qu'entre services, faut accorder ses violons. Je propose à Arnaud Le Gall du Morbihan de prendre la parole pour sa question, qui est dans le chat. Je ne sais pas si Arnaud Le Gall est là. Sinon, je vais le lire. C'est souvent la contribution des eaux de surface, notamment en cas de cours d'eau à proximité d'un captage ou pire d'un forage, qui est complexe à déterminer.
entre parenthèses, autre que la piézométrie. Alors, c'est plus une remarque qu'une question. Quelqu'un Oui, veut je réagir? pense que c'est plus une remarque. Après, je ne peux qu'être d'accord avec cette remarque-là, hein. C'est vrai que c'est souvent cette difficulté de savoir quelle est la contribution des eaux de surface quand on a un cours d'eau à proximité du captage. Cette contribution aux surfaces, eaux souterraines qui va être compliquée à déterminer pour voir quelle est la part du cours d'eau qui va interagir avec les eaux souterraines et arriver au captage. Et puis, la question suivante sera qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce qu'on prend tout le bassin versant du cours d'eau? Ça amène souvent des questions assez complexes hein, quand on travaille sur les captages d'eau souterraine. C'est souvent cette relation aux surfaces souterraines plus que juste la piézométrie et cet écart que je vous montrais sur les schémas, cette différence entre la crête topographique et la crête hein, du bassin versant hydrogéologique. Je pense que c'est ça que voulait dire Arnaud et qui n'a pas accès à son micro. Je ne sais pas si on peut le réactiver de notre côté. Moi, j'ai une question concernant certaines délimitations qui sont très anciennes. Est-ce que ça mériterait de réactualiser avec de nouvelles connaissances et ces nouveaux guides actualisés également? Je pense que oui, il faut faire un peu un état des lieux des connaissances, s'il y a des nouvelles connaissances, s'il y avait des manques de connaissances à l'époque où les délimitations ont été faites, pour voir justement si on avait bien tous les éléments ou si on se rend compte maintenant qu'il en manque certains. Peut-être redélimiter un peu mieux les aires d'alimentation. Euh, c'est C'est pareil pour des périmètres de protection qui ont été délimités assez récemment. Il y a souvent cette prise en compte de l'aire d'alimentation, en fait, qui va un peu au-delà de la simple problématique pollution ponctuelle. Mais finalement, la problématique pollution diffuse, elle a été prise en compte quand on a cherché à mettre en place le périmètre de protection éloigné. Voilà, ça arrive. Sur des captages plus anciens, ça n'a peut-être pas été aussi bien appréhendé parce que cette notion d'aire d'alimentation, elle n'était pas encore aussi bien étudiée qu'à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant justement d'avoir le retour de certaines personnes qui ont travaillé sur ces délimitations. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir en direct ou en chat. Il y a Arnaud Le Gall qui aurait bien aimé intervenir. Son micro semble désactivé. Est-ce que Charlotte, tu peux faire quelque chose de ton côté? Non, c'est pas quelque chose, c'est du côté de l'ordinateur d'Arnaud. Ah, d'accord. Ok. D'autres personnes? Du côté du retour qu'on a, nous, à l'Adréal de délimitation d'aire d'alimentation de captage, on a souvent constaté le raccourci périmètre de protection éloigné égal à AC hein, pour les captages d'eau souterrain et puis l'aire d'alimentation de captage égale BV lorsque c'est un captage d'eau superficielle. Ce que je retiens, c'est que, attention, c'est pas toujours aussi. Les raccourcis sont peut-être parfois dangereux. C'est bien ça, Laure Alors, la Oui, spécificité aussi, parce que je travaille sur justement l'aire d'alimentation qu'a présenté Jérôme sur Combourg, et on est aussi sur Princé. Et ces aires d'alimentation de captage d'eau souterraine, on travaille parcelle par parcelle, on est sur des surfaces entre 50, 60, allez, et 100 hectares pour Combourg. Sur le bassin versant que je vous ai présenté, la Vallière, on est de l'ordre de 100 km². Donc, c'est aussi voilà, pour ça que dans le cadre des aires d'alimentation de captage d'eau souterraine, ce que disait Flora, le périmètre éloigné, ben, grosso modo, c'est la AC. Et oui, parce qu'on est sur des surfaces qui sont beaucoup plus petites que nos bassins versants en amont de grands barrages. Et aussi avoir en tête euh, cette différence, cet ordre de grandeur. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, comme l'a expliqué Flora.
on a des petites nappes, on est sur un domaine de socle, donc c'est assez spécifique. Et du coup, on a plein de petits captages d'eau souterraine qui vont produire 50 000, 70 000 mètres cubes par an. C'est pas des grosses productivités, mais multiplié par X, ça nous fait des réserves d'eau potable non négligeables, surtout en basse eau. Quand nous, côté barrage, eh ben, on a nos réservoirs qui sont plus beaucoup alimentés parce que les eaux souterraines ont diminué, on n'a plus de ruissellement, plus de pluie, et le si peu qui reste, l'eau se chauffe, on a des phénomènes on a des développements intempestifs de cyanobactéries dans nos barrages. Donc, il y a des inconvénients et des avantages dans chaque type d'AAC. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête, je connais pas en Bretagne, il faudrait demander peut-être à Jérôme ou les AAC d'eau souterraine, c'est quoi est-ce qu'on est à chaque fois dans cet ordre de grandeur de 50 à 100 hectares ou est-ce qu'on aurait des AAC beaucoup plus grandes? Je pense pas. Je pense qu'on est vraiment dizaines de kilomètres carrés pour les surfaces et puis allez, 50-100 hectares pour les eaux souterraines. Donc, c'est pas les mêmes échelles. Non, c'est sûr. C'est-à-dire que en Bretagne, on a on appelle ça des eaux souterraines, mais en fait, les eaux Mm. souterraines, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, c'est des puits de quelques mètres de profondeur. En fait, c'est quasiment des eaux de surface dans la plupart des cas. En fait, j'ai présenté l'exemple de Combourg parce que pour moi, il est extrêmement révélateur. C'est-à-dire que certes, c'est une AAC de très petite taille, mais se tromper là sur la délimitation de l'AAC, la zone complémentaire que je vous ai présentée, on est à 150 mètres, 200 mètres du captage. Ça veut dire qu'une parcelle agricole qui est mal gérée dans une zone qui n'aurait pas été identifiée peut être source de pollution, d'une source de pollution beaucoup plus importante. Ça n'a rien à voir avec le captage de la Vallière, où là, on est sur des milliers d'hectares, et finalement, se tromper de quelques hectares sur la délimitation de la AC, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, sur un petit captage, avec une petite AAC, avec des parcelles potentiellement qui participent à l'alimentation du captage, derrière ce programme d'action, bah, c'est là que c'est important. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Mm. Alors, la différence aussi, c'est que nous, enfin, sur l'exemple de la Vallière, on est effectivement sur un grand bassin versant, entre guillemets. Mais par contre, même si on est éloigné, comme on est sur du transfert, du ruissellement, c'est quelques heures à quelques dizaines d'heures, c'est rendu au barrage. Donc, un déversement, un rejet non autorisé va quand même impacter, surtout en basse eau, la qualité de l'eau du barrage. Il y a aussi ce transfert qui est extrêmement rapide, alors que via les nappes d'eau souterraines, on est quand même sur une inertie. Je ne sais plus qui parlait de datation des eaux souterraines, mais voilà, il y a ce côté aussi transfert. On n'est pas sur les mêmes mécanismes et donc on n'est pas sur les mêmes temps de transfert et donc d'impact de la qualité de l'eau. Il y a une question sur le chat. Mathieu Kuhlmann, prenez la parole si vous le souhaitez. Ah, c'est pour moi cette question, pardon. C'est par rapport à la liste des captages sensibles pour lesquels la délimitation de la AC sera obligatoire. On nous annonce fin du premier semestre 2024. J'en sais pas plus. Mais de toute façon, dès que je pourrai communiquer, hein, je ferai un webinaire sur ce sujet. Donc, patience. C'est tout ce qu'on nous a demandé, c'est d'être patient. C'est un sujet complexe, interministériel, avec beaucoup de données à brasser, hein, puisque ce ne sont plus seulement les nitrates et les phytos en question, mais beaucoup d'autres polluants. Donc, on aura peut-être une préliste qui sera affinée par région, avec un droit de réponse des PRPDE sur cette liste, en fonction de leurs propres analyses. Voilà ce que j'ai pu retenir de la réunion à Paris au mois de janvier. Là. Voilà. J'insiste pour dire que cette étape de délimitation de l'aire d'alimentation captage, c'est un préambule nécessaire, obligatoire, très important, on l'a vu. Et le diagnostic qui sera fait dessus est également essentiel. D'où l'intervention le 18 mars prochain de Bruno Le Breton de la DDTM 22 et accompagné de Jérôme Martin, également présent aujourd'hui, pour montrer à quel point ce diagnostic il doit être également soigné afin d'y adosser des plans d'action qui soient pertinents. Donc, rendez-vous donc, au prochain webinaire le 18 mars. Je vais remettre en partage d'écran tout de suite avant de partir les prochaines dates, mais celle du 18 mars est à noter. Le lendemain, le 19 mars, il y a l'OEB Timothée Besse qui va également
vous présenter l'outil de visualisation des données de qualité sur les captages prioritaires et sur le suivi des activités agricoles sur les aires d'alimentation de captage. Donc, je vous invite dès à présent fixer dans vos agendas ces 2 dates. Et puis, j'insiste pour dire qu'il n'y a que 30 places à la formation des 16, 17 et 18 avril prochains à l'Adréal à Rennes. Même si j'ai insisté pour que la Bretagne soit quand même largement représentée, c'est une formation à l'échelle nationale. Mais priorité aux animateurs de captage bretons et priorité aux agents en DDTM et en DREAL qui voudraient se former sur ce sujet. Donc, quand vous aurez accès au lien, n'hésitez pas à remplir le bulletin d'inscription rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions le temps que je refasse le partage d'écran? Est-ce que des gens auraient voulu souhaiter prendre la parole et n'ont pas fait? Là, ça fait 1 heure. Je pense qu'on va pouvoir se quitter. Je remercie les 3 intervenants qui ont accepté d'évoquer ce sujet aujourd'hui. Je remercie évidemment Charlotte pour son implication à chaque fois sur l'envoi des invitations et du lien de connexion. Et je vous dis à bientôt.